Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants, ravi de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle séquence de votre cours de gestion des ressources humaines qui s'inscrit dans la filière des sciences économiques et gestion de la faculté des sciences économiques et gestion de Meknès. Alors, on a déjà présenté le premier chapitre. Ce premier chapitre avait comme objectif de présenter les fondements de l'évolution et les pratiques de la fonction GRH. Dans le cadre de ce deuxième chapitre, nous allons essayer de présenter les approches conceptuelles et théoriques de la gestion des ressources humaines. Alors, principalement, nous allons présenter une approche définitionnelle. Ensuite, nous allons présenter un peu l'évolution thématique de la GRH vers le management des ressources humaines. Après, nous allons présenter les enjeux de la fonction gestion des ressources humaines, les objectifs, etc., etc. Et je vais donc commencer par les définitions de la GRH. Alors, il y a un proverbe qui dit que la différence entre un jardin et le désert, ce n'est pas l'eau, mais c'est l'homme. Je crois que cet adage, eh bien, ce proverbe, il a une grande signification dans la mesure où, finalement, c'est ce qui est important dans une organisation, c'est le facteur humain. Oui, les autres ressources sont nécessaires, sont importantes, mais le facteur humain reste la condition sine qua non pour la création de la richesse au niveau de ces entreprises. Donc, de prime abord, je peux donner une définition de la gestion des ressources humaines avant d'aller, bien sûr, vers l'évolution du concept. Alors, la GRH, c'est une dénomination qui s'est développée dans les entreprises principalement occidentales depuis la fin des années 70 du XXe siècle, en remplacement de la gestion du personnel, ou bien de ce qu'on appelle couramment l'administration du personnel. Donc ce renouvellement de termes recouvre en fait un changement dans les pratiques de la GRH. Donc c'est pas une question de changement juste de l'intitulé ou bien de la dénomination, mais c'est les évolutions, c'est les transformations qu'a connu bien sûr plusieurs aspects qui touchent la fonction ressources humaines. Alors, on avait assisté à une première approche qu'on a appelée traditionnelle de la GRH, principalement depuis les débuts du XXe siècle avec l'organisation scientifique du travail de Taylor, principalement avec l'école classique. Et on avait dit que la gestion du personnel, à l'époque, il avait une connotation négative. Et dans la mesure où on a considéré que le personnel, c'est un coût à gérer, à minimiser, à maîtriser. Et dans cette approche, comme j'ai déjà dit, l'idée était que finalement, le facteur humain, c'est un facteur parmi autres, et il suffit, par exemple, de choisir la bonne combinaison et gérer, par exemple, le coût et les salaires, bien sûr, des ouvriers. Cette approche, c'est l'héritage de l'approche néoclassique. Dans le modèle néoclassique, on considère l'entrepreneur rationnel comme un agent qui assure la bonne adéquation, il cherche la bonne combinaison entre la quantité du facteur travail et la quantité du facteur capital. Et donc, il a un système d'optimisation, il cherche à maximiser la production et à minimiser les coûts et les charges. Ça, c'est en fait cette approche classique, cette approche traditionnelle qui néglige ou bien toute dimension humaine ou bien sociale de l'ouvrier. Et après, on a évolué vers l'appellation gestion des ressources humaines et qui a une connotation plutôt positive et où on considère le personnel comme une ressource ou comme une opportunité à saisir, à exploiter, à rentabiliser.
Donc, cette connotation veut dire tout simplement que l'homme n'est pas un facteur, comme on l'a déjà vu, comme les autres facteurs, et que si on considère l'homme comme une ressource, ça veut dire qu'on a toujours la possibilité de l'entretenir, de la développer, de la former, de la motiver, etc. Et toujours, donc, c'est une chance, c'est une opportunité qui s'offre aux organisations, et que si ces entreprises, ils ont les moyens pour, bien sûr, saisir cette opportunité, le facteur humain, il va représenter la vraie richesse de cette entreprise. Donc, la GRH désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour garantir en permanence un équilibre entre les ressources humaines et les besoins en personnel, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif. Donc, cette définition, il met l'accent sur deux choses. D'une part, c'est un ensemble de moyens à la disposition, bien sûr, de l'entreprise, et plus particulièrement de la fonction GRH, des moyens techniques, des moyens humains, des moyens informationnels, relationnels, des moyens financiers, qu'on doit combiner pour pouvoir assurer en permanence un équilibre entre les ressources dont dispose l'entreprise et les besoins en personnel. Alors, sur le plan quantitatif, ça veut dire sur le plan, par exemple, les effectifs du personnel, et sur le plan qualificatif, je m'excuse, sur le plan des compétences. Parce que il y a deux dimensions qu'on va voir le long de ce cours, qu'il y a un aspect quantitatif et il y a un aspect quantitatif, par exemple, les heures travaillées. Qualitatif, ça veut dire les compétences que les ouvriers maîtrisent, ce qu'on appelle par exemple les compétences acquises par le personnel qui va occuper un poste et qui doit satisfaire les exigences de ce poste, par exemple en termes de compétences requises. Et donc finalement, le rôle et l'objectif ultime de cette fonction GRH, c'est d'assurer cette compatibilité, cet équilibre. Alors, le terme équilibre veut dire une certaine satisfaction, bien sûr, sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, et que finalement cet équilibre, il va permettre à l'entreprise de réaliser sa mission au niveau, bien sûr, de l'organisation. Alors, donc la GRH, selon, bien sûr, cette approche, il s'articule autour de deux dimensions principales, et bien variables. Alors, d'une part, on a l'aspect quantitatif, la quantité de facteurs travail disponibles dans l'entreprise qui doit correspondre à ses besoins. Alors, cet aspect quantitatif, c'est généralement, il est l'aspect le plus dominant au niveau des organisations, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire, on a un poste, et chaque poste, il est défini en fonction, bien sûr, d'une mission, d'un objectif, d'un ensemble de tâches qu'on doit réaliser. Donc, le poste, c'est un ensemble de tâches, de devoirs et de responsabilités qu'un ouvrier ou bien un ensemble d'ouvriers, bien sûr, doivent réaliser. Alors, à ce niveau-là, donc, on définit le poste soit en termes de nombre d'occupants de poste, c'est-à-dire le nombre de salariés, ou bien le nombre d'heures travaillées. Donc, la question ici, c'est une question quantitative. Est-ce que cela est suffisant pour s'assurer de l'efficacité de la réalisation des tâches ou bien des opérations? Bien sûr que non. Non, parce que un poste, il exige un certain nombre de compétences et de qualifications. Et donc, d'où la nécessité, en fait, de poser la question en termes de compétences requises, c'est-à-dire exigées par le poste. Alors ici, bon, si je peux utiliser le terme main-d'œuvre, même si c'est une connotation négative, disponible, doit par ailleurs disposer des compétences nécessaires à l'entreprise. C'est-à-dire, pas n'importe quel ouvrier avec n'importe quel niveau de compétence peut occuper le poste et peut, par exemple, peut atteindre ce qu'on appelle l'efficacité et l'efficience. Donc, c'est la raison pour laquelle
qu'on peut dire que la dimension, ou bien la GRH, c'est une conciliation entre deux dimensions nécessaires. C'est la dimension quantitative et la dimension qualitative. Donc, il faut chercher, à travers cette articulation, à travers cette combinaison, plus ou moins rationnelle, on va vers le sens de l'efficacité, l'efficience et la performance. Alors, à travers ce schéma, je voulais dire qu'il y a en fait une correspondance entre deux variables. La première, c'est que il y a un poste d'emploi, ou bien il y a un emploi. On peut dire qu'un emploi, c'est un ensemble de tâches, de devoirs, de responsabilités qui regroupent un ensemble de postes ayant des caractéristiques semblables. Donc, parce que avec l'évolution de la GRH aujourd'hui, l'analyse en termes de poste de travail il est un peu dépassée. Aujourd'hui, on parle plutôt de l'emploi ou bien de l'emploi type, c'est-à-dire un ensemble de postes à l'intérieur, bien sûr, d'un emploi. Donc, il y a un emploi. Et il y a des exigences, on a besoin d'un contrôleur de gestion, on a besoin d'un comptable, on a besoin d'un responsable de stock, on a besoin d'un ouvrier non qualifié. Donc c'est un poste de travail. Et ce poste, bon, il est défini en termes d'exigences. Donc on a un besoin, on définit le profil du poste. Et de l'autre côté, celui qui va occuper ce poste, c'est un salarié, c'est un personnel avec un certain nombre de caractéristiques attendu par l'entreprise. Et, bien sûr, l'équivalent, la correspondance entre emploi, c'est le salarié, et les exigences, c'est les compétences. Ça veut dire, les compétences, ils doivent correspondre aux exigences. Par exemple, comme si je veux dire que les compétences requises par l'emploi, elles doivent être équivalentes ou supérieures, au moins égales, aux compétences, bien sûr, acquises par l'ouvrier ou bien par le personnel. Donc, il faut qu'il y ait cette correspondance. Après, comment faire? Alors, pour l'entreprise, il s'agit de ce qu'on appelle les mobilisations. Ça veut dire, c'est un ensemble de méthodes, de techniques, etc., qui permettent à l'entreprise, bien sûr, d'avoir ses compétences et bien sûr, de réaliser ses objectifs opérationnels et stratégiques. De l'autre côté, le salarié, il a des aspirations. Et les aspirations veut dire que l'ouvrier, il cherche un salaire, c'est vrai, mais il cherche d'autres éléments comme la motivation, la considération, il a une stratégie de carrière, il y a un ensemble d'éléments qui tournent autour, en fait, ça veut dire que le salarié n'est pas toujours, on réduit pas toujours la motivation du salarié à un salaire, mais le salaire, c'est un élément parmi autres, et c'est ça ce qu'on appelle les aspirations. Donc, il y a donc une correspondance entre l'emploi et le salarié, correspondance entre les exigences d'une part et les compétences d'autre part, et il y a les aspirations en rapport avec les mobilisations, et c'est ça ce qu'on appelle le schéma emploi-ressources. C'est-à-dire qu'il faut avoir la notion d'équilibre. Et donc l'équilibre, il est dans ce schéma, il est clair. Et donc, est-ce que l'entreprise va chercher juste à réaliser ses objectifs économiques en termes de profitabilité, de rentabilité, de part de marché? Ou bien est-ce que la question, c'est aussi de chercher en parallèle à réaliser des objectifs sociaux en termes de rémunération, en termes de motivation, en termes de formation, en termes d'épanouissement, etc., et de considération et de reconnaissance des mérites. Donc, c'est pourquoi on parle ici de la réconciliation entre l'économique et le social. Et c'est ce qu'on cherche, et c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est la bonne case, là où le niveau de réalisation des objectifs, il est élevé, et le niveau de réalisation, bien sûr, des objectifs non économiques, il est élevé. Donc, ça veut dire il faut qu'il y ait... On peut pas, bien sûr, une entreprise ne peut pas admettre à ce que le niveau de réalisation des objectifs sociaux, il est plus élevé que ce qui est économique. Mais au moins, il faut qu'il y ait un certain équilibre entre les deux. Et donc, sûrement que la vision ici, c'est une vision stratégique, parce que si dans une approche
de court terme, on cherche juste à maximiser les objectifs économiques au détriment des objectifs sociaux, l'impact va être sur le long terme. Le long terme, ça veut dire il y a des compétences qui vont quitter l'entreprise, il y a des phénomènes qui vont apparaître au niveau de l'entreprise comme le désintéressement, comme la monotonie, comme la démotivation, comme l'absentéisme. Donc il y a non, mais sur le long terme. Donc finalement, cette approche ne peut être que stratégique, parce que la stratégie ne donne ses résultats que sur un horizon temporel lointain. Et c'est la raison pour laquelle on critique les PME gérées d'une façon traditionnelle, en disant que ils voient par exemple dans la formation, ils voient par exemple dans certaines stratégies sociales comme une perte d'argent, de temps, c'est une charge. Mais dans la réalité, si on considère, disons, cet investissement en capital humain comme un investissement, un vrai investissement qu'on va rentabiliser sur le long terme, les rendements, ils vont apparaître sur le long terme et ils vont permettre à l'entreprise d'avoir un avantage concurrentiel durable. C'est-à-dire le personnel, il va être un actif, il va être un avantage sur lequel la stratégie de l'entreprise va être basée. Parce qu'on oublie que l'avantage, c'est toujours des caractéristiques, des variables par exemple, je sais pas, des variables stratégiques qu'il faut maîtriser, bon, je sais pas, comme la part de marché, mais dans la réalité, ce qui compte, c'est que il ne faut pas considérer la ressource humaine comme une ressource opérationnelle. Mais il faut bien sûr l'appréhender, la considérer comme étant une ressource stratégique qu'il faut développer et qu'il faut chercher la durabilité en fait de la relation entre le client interne et l'entreprise, comme on cherche la durabilité entre l'entreprise et le client externe. Parce que là, on peut considérer l'ouvrier comme étant un client interne. Parce que et du coup, il y a même aujourd'hui un nouveau champ disciplinaire, ce qu'on appelle du marketing des relations humaines. C'est quoi le marketing des relations humaines? Ça veut dire on considère les ouvriers comme des clients de l'entreprise. Et ces clients, on doit les satisfaire. Et plus le client interne il est satisfait, plus le client externe il est satisfait. Parce que le sourire du client externe, il passe par la satisfaction du client interne. Et ça, je peux vous donner l'exemple du personnel de contact, ce qu'on appelle, par exemple, dans les banques, c'est ce qu'on appelle le front office. Le front office, par exemple, ils sont des personnes qui sont en contact direct avec les clients et que finalement, cette interaction entre le personnel de contact et les clients détermine en fait la nature et l'intensité de cette relation avec les clients. Et il peut même conditionner en fait la durabilité de la relation d'entreprise avec ses clients. Et donc, finalement, la satisfaction, comme je l'ai déjà dit, des clients externes passe par la satisfaction des ouvriers, des salariés et du personnel. Donc, l'idée qu'on doit, bien sûr, tirer de ce schéma, c'est que on doit chercher l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer peut-être au niveau de la réalisation des objectifs sociaux, parce qu'au-delà d'un seuil, ça va être une situation difficile à gérer par l'entreprise. Non plus exagérer, ça veut dire chercher à réaliser des bénéfices qui sont importants et négliger la composante humaine. Mais ici, on demande une approche équilibrée entre les deux, c'est-à-dire un niveau optimal entre le niveau de réalisation des objectifs économiques et le niveau de réalisation des objectifs sociaux. Alors, donc, cette fonction des ressources humaines contribue à la recherche d'une meilleure efficacité des organisations. Alors, meilleure efficacité ou une meilleure performance. Alors, tout d'abord, de promouvoir et de réaliser une meilleure allocation des ressources. Alors, toujours ça, c'est le commentaire de ce schéma qu'on avait dressé précédemment. Une meilleure allocation des ressources, adéquation, compétence. Ça veut dire qu'il faut faire la meilleure affectation possible des ressources sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Deuxièmement, de mobiliser les potentiels de chaque salarié et fédérer les aspirations et les changements individuels et collectifs autour du fonctionnement et du développement de l'organisation.
Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les ouvriers, ils adhèrent à l'entreprise, ils participent à cette action collective et finalisée, et chaque ouvrier, il est porteur d'un potentiel. Et que ce potentiel, il ne va se concrétiser en termes de compétences que si l'entreprise, il adopte une bonne stratégie de ressources humaines. Alors, que veut dire ça? Ça veut dire que les ouvriers ne peuvent pas profiter à l'organisation d'une façon automatique et naturelle. Mais il faut qu'il y ait un système de mobilisation. Alors, mobilisation, ça veut dire renforcer la culture d'entreprise, faire adhérer tout le monde aux mêmes valeurs, essayer d'aller dans le sens de l'intéressement, par exemple, des ouvriers aux résultats de l'entreprise, essayer de développer la culture de partage, essayer par exemple, de partager les responsabilités. Je ne parle pas seulement des conditions de travail, mais aussi, par exemple, de la qualité de relations interpersonnelles au niveau de l'organisation. Et c'est de cette manière que l'entreprise va tirer le meilleur parti de ce potentiel d'intelligence qui est bien sûr la matière grise, qui est l'homme. Donc, si l'homme il est bien entretenu, s'il est bien formé, s'il est bien encadré, s'il est bien pris en compte, s'il est bien estimé, sûrement il va être impliqué et du coup il va participer à la création de la valeur au niveau de l'entreprise. Et après donc cet essai en fait de définition de la GRH, de ses objectifs, de sa mission, nous allons passer à un deuxième point qui est très important à mon sens. C'est la tendance actuelle de la GRH, parce qu'à partir de la fin des années 90, disons, la dimension stratégique ne cesse bien sûr d'évoluer dans les pratiques de la GRH, et on va maintenir l'expression GRH, mais dans toujours l'esprit de faire de la composante humaine une dimension stratégique, et du coup, on va passer de la GRH au management des ressources humaines. Donc, le management des ressources humaines se définit donc comme un ensemble d'outils et de pratiques. On a le recrutement, on a la formation, la rémunération, l'évaluation, la gestion de carrière, etc. Et ces pratiques et ces outils constituent un système managériel cohérent dont l'objectif est de mettre en œuvre la dimension humaine de la stratégie de l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aller de la gestion au management veut dire intégrer la dimension stratégique des ressources humaines. Et il y a toute une partie de la connaissance qui parle de la planification stratégique des ressources humaines. Alors, donc, ces activités, ils prennent la forme de diagnostic pour, par exemple, voir un peu les points forts, les points faibles. Ils prennent la forme d'une planification stratégique, c'est-à-dire établir des plans, par exemple, stratégiques, qui concernent la composante humaine en termes des effectifs, par exemple, quels seront nos besoins en personnel dans 5 ans, quelles seront nos compétences, comment on va financer tel projet, et ça c'est stratégique. Et le management des ressources humaines, il a pour objectif aussi d'optimiser la contribution de ces ressources humaines à la performance de l'organisation en termes de croissance, du chiffre d'affaires et de rentabilité. Donc la question n'est pas une gestion juste opérationnelle de la paie, ou bien par exemple du recrutement, mais ça dépasse de loin cette gestion opérationnelle pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques. Voilà, cette séquence de votre cours, il touche à sa fin. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la prochaine séquence, Inch'Allah. Merci pour votre attention.